Ma fille préparait cette fête de fiançailles depuis 6 mois et tout semblait parfait. Le jardin de notre propriété près d'Aix-en-Provence était illuminé de guirlandes. 60 invités riaient et portaient des toasts, et mon futur gendre se tenait au centre de tout cela, le bras autour de la taille de ma fille, souriant comme un homme qui a déjà gagné. C'est alors que ma fille s'est brièvement éloignée de lui, est venue vers moi où j'étais près du mur du jardin, m'a serré l'avant-bras et a murmuré 4 mots qui ont soudainement rendu le vin dans ma main très lourd. Papa, vérifie ses références. Puis elle est retournée vers lui, a souri à un voisin qui les félicitait et a fait comme si de rien n'était. J'ai gardé mon visage parfaitement immobile. 41 ans dans l'immobilier commercial vous apprennent au moins cela. Je m'appelle Robert Gallard. J'ai 64 ans, je suis semi-retraité, et je vis dans la propriété que mon épouse, Patricia, et moi avons bâtie ensemble au cours de près de 3 décennies dans la région du Luberon. Patricia est décédée il y a 4 ans d'un cancer qui a progressé plus vite que nous ne l'avions anticipé. Avant de mourir, elle m'a fait promettre 2 choses. La première était d'arrêter de travailler 7 jours sur 7. La seconde était de veiller sur notre fille, Megan. Pas de la manière qui la maintient petite en tant que femme adulte. Elle était claire à ce sujet. Elle voulait dire l'autre genre de veille, celui où l'on fait attention, où l'on reste éveillé. Je n'avais pas toujours été douée pour cette seconde promesse, mais j'essayais. Megan avait 31 ans lorsqu'elle a rencontré Thomas Martel lors d'un dîner de collecte de fonds à Marseille. Elle avait déménagé là-bas 8 ans plus tôt pour le travail, s'était construit une carrière dans l'administration des soins de santé et avait été prudente avec son cœur, comme le sont les gens après 1 ou 2 relations qui se sont mal terminées. Elle m'a appelé 2 jours après ce dîner et j'ai entendu quelque chose de différent dans sa voix. Pas seulement de l'excitation, quelque chose de plus doux que l'excitation. Il avait 40 ans, m'a-t-elle dit. Un conseiller financier spécialisé dans la planification successorale pour les familles fortunées. Il avait grandi à Rennes, déménagé vers le sud pour ses études à l'université, et construit son cabinet depuis 15 ans. Il était calme, a-t-elle dit, mesuré. Il posait de bonnes questions et écoutait les réponses. Il la faisait se sentir, et elle a marqué une pause ici pour chercher le mot juste. Vu. J'étais heureux pour elle. Je l'étais. La première fois que j'ai rencontré Thomas, c'était lors d'un dîner qu'elle avait organisé dans un restaurant d'Aix environ 3 mois après leur relation. Il avait fait le trajet depuis Marseille spécifiquement pour cela. Il était grand, bien habillé sans être tapax en grave-l'œil, et il possédait cette qualité particulière que développent les personnes très douées dans la vente après des années de pratique, la capacité de faire sentir à son interlocuteur qu'il est la personne la plus importante dans la pièce. Il s'est enquis de ma carrière avec ce qui semblait être un intérêt sincère. Il en savait assez sur l'immobilier commercial pour poser des questions intelligentes. Il était attentif à Megan d'une manière qui paraissait entièrement naturelle. J'ai repris la voiture ce soir-là et me suis assis dans l'ancien fauteuil de lecture de Patricia pendant un long moment. Quelque chose ressemblait à une performance. Je ne pouvais pas mieux l'expliquer que cela. Rien de ce qu'il disait n'était faux. Rien de ce qu'il faisait n'était faux. Mais il y avait une qualité dans son attention qui me rappelait quelqu'un faisant une très bonne imitation d'une vraie personne plutôt que d'en être une réellement. Patricia m'aurait dit que j'étais impossible. Peut-être aurait-elle eu raison. J'ai gardé ce sentiment pour moi. Ils ont eu une relation de 14 mois avant qu'il ne la demande en mariage. Il l'a fait au restaurant de Marseille où ils avaient eu leur premier vrai rendez-vous. Elle m'a appelé depuis le parking après, les larmes de joie coulant encore, et je lui ai dit que j'étais ravie pour elle. Je ne mentais pas entièrement. Je voulais tellement être ravie. La fête de fiançailles à Aix a eu lieu 6 semaines plus tard. Megan en avait organisé la majeure partie elle-même avec l'aide de sa meilleure amie Diane, qui était venue de Montpellier pour le week-end. Thomas est arrivé la veille au soir avec ce qui semblait être la moitié d'une garde-robe, s'est installé dans la chambre d'amis et a passé la matinée avant la fête à prendre des appels dans le jardin à l'arrière, qu'il terminait rapidement chaque fois que je m'approchais. Je me suis dit que c'était normal. Les consultants prennent des appels le week-end. C'est simplement la vie. Puis Megan a dit ce qu'elle a dit à la fête, et j'ai compris qu'elle ne l'avait pas dit sur un coup d'impulsion.
Elle attendait un moment où elle pourrait le dire sans être entendue. Elle avait choisi ses mots avec soin. 4 mots, pas 10. Suffisamment pour me dire que quelque chose n'allait pas, pas assez pour créer une scène si quelqu'un avait observé. Ma fille n'est pas une femme qui panique. Elle portait quelque chose, et elle m'avait choisi pour le porter avec elle. Je suis restée à la fête encore 40 minutes. J'ai ri au bon moment, rempli mon verre une fois, et j'ai parlé avec Thomas pendant près de 10 minutes de l'industrie viticole du Luberon. Il était charmant et détendu. J'ai regardé ses yeux pendant qu'il parlait. Ils étaient occupés d'une manière dont son visage ne l'était pas. Après le départ des derniers invités et que Megan et Diane aient nettoyé dans la cuisine, j'ai dit à tout le monde que j'étais fatiguée et je suis allée me coucher. Je n'ai pas dormi. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne suis pas un homme qui utilise particulièrement bien Internet. Mon assistante au cabinet a passé des années à me rediriger doucement des moteurs de recherche vers les appels téléphoniques, ce que je fais beaucoup mieux. Mais je savais assez pour commencer quelque part. J'ai tapé Thomas Martel, conseiller financier Rennes, et j'ai passé 1 heure à lire. Son site web professionnel était propre et crédible. LinkedIn montrait un historique de carrière stable. Il y avait quelques mentions dans des publications industrielles. Rien de remarquable. Son visage apparaissait sur une photo de groupe d'un tournoi de golf caritatif à Marseille 3 ans plus tôt. Tout semblait exactement comme il se doit. C'était, d'une manière étrange, ce qui me dérangeait. Le lendemain matin, j'ai appelé Megan avant que Thomas ne soit réveillé. Elle est venue dehors dans le jardin et je lui ai demandé directement. Elle était en train de consulter son ordinateur portable, m'a-t-elle dit, pas d'abord par suspicion, mais parce que le sien était en charge dans leur chambre et qu'elle avait besoin de consulter rapidement quelque chose. Elle avait ouvert un onglet de navigateur qu'il n'avait pas fermé. C'était un tableur. En haut de la colonne, elle a eu le temps de lire avant d'entendre Thomas descendre le couloir. Elle a vu Megan Gallard, valeur du patrimoine immobilier d'Aix, et puis un chiffre qu'elle reconnaissait comme une approximation grossière de ce qu'elle croyait être la valeur de mon patrimoine. Elle a fermé l'ordinateur avant qu'il n'atteigne la pièce. Elle n'a rien dit. Elle avait passé 3 semaines à essayer de se convaincre qu'il y avait une explication innocente. Je lui ai dit qu'elle avait bien fait de me le dire. Je lui ai dit d'agir normalement. Je lui ai dit que je m'en occuperais. Elle m'a regardé de la manière dont elle me regardait quand elle avait 9 ans et qu'elle était tombée de son vélo et essayait très fort de ne pas pleurer. J'ai soutenu ce regard aussi longtemps que nécessaire. Puis je suis rentrée et j'ai appelé mon avocate. Hélène Marchand s'occupait des affaires juridiques de notre famille depuis 18 ans. Je l'avais engagée pour la première fois lorsque Patricia et moi restructurions les actifs immobiliers, et elle était la personne qui m'avait aidé à mettre en place la fiducie familiale après la mort de Patricia. Pas énorme selon les normes de certains, mais la fiducie familiale Gallard représentait le travail accumulé de 4 décennies. La propriété d'Aix, 2 immeubles commerciaux à Avignon, et un portefeuille d'investissement que Patricia avait géré avec une patience extraordinaire. Megan était la bénéficiaire principale. Hélène, lui ai-je dit, si quelqu'un épousait Megan et qu'elle l'ajoutait ensuite à la fiducie en tant que cofiduciaire ou bénéficiaire désigné, à quelle vitesse les actifs pourraient-ils être transférés? Elle est restée silencieuse un instant. Selon la structure et l'autorité de signature, elle pourrait se faire en quelques jours s'ils avaient la bonne documentation et l'accès aux coordonnées bancaires, potentiellement plus vite. De quoi aurait-il besoin? Un certificat de mariage, sa signature, et la signature du cofiduciaire sur les documents de modification et l'accès au numéro de compte, qui seraient dans les documents de la fiducie eux-mêmes. Je l'ai remercié et lui ai dit que j'aurais peut-être besoin de rappeler bientôt. Ensuite, j'ai appelé un homme nommé Gary Dubois. J'avais rencontré Gary 15 ans plus tôt lorsqu'il menait des vérifications d'antécédents pour une importante transaction commerciale dans laquelle j'étais impliqué. Il avait depuis créé un cabinet d'investigation privé petit mais très réputé dans la région lyonnaise. Il était méthodique, discret, et il ne spéculait pas. Il vous disait ce qu'il trouvait et rien de plus, ce qui est le seul genre de personne qui vaille la peine d'être engagée pour un tel travail. J'ai dit à Gary que j'avais besoin d'une vérification complète des antécédents de Thomas Martel, 40 ans, conseiller financier, Marseille.
Je lui ai donné les détails que Meghan m'avait communiqués au cours de 14 mois. Je ne lui ai pas dit pourquoi encore. J'ai demandé combien de temps cela prendrait. 3 jours pour le travail de surface, m'a-t-il dit, 1 semaine pour quelque chose de plus approfondi. J'ai dit que j'en avais besoin en 5 jours. Il a dit qu'il verrait ce qu'il pouvait faire. Ces 5 jours ont été parmi les plus difficiles que j'ai passés. Thomas est resté à Aix 2 jours de plus après la fête, serviable et facile à côtoyer, et je me suis assis en face de lui à la table du dîner chaque soir et j'ai parlé de vin et des valeurs immobilières et des défis particuliers du Verdon en hiver. Il était très doué pour la conversation à table. Je me suis surpris à presque l'apprécier, ce qui rendait tout pire. Il est retourné à Marseille un mardi. Meghan est restée 1 jour de plus. Je lui ai dit ce que je savais, ce qui n'était pas grand-chose pour l'instant, et je lui ai dit à nouveau d'agir normalement. Elle était effrayée. Je pouvais le voir. Mais elle était aussi en colère d'une manière qui lui donnait de la fermeté. Patricia était la même. Quand elles étaient effrayées et en colère simultanément, les femmes de ma famille devenaient très, très calmes. Gary a appelé le 5e jour. Son vrai nom n'était pas Thomas Martel. C'était Trevor Allion, né à Nantes, il y a 41 ans. Le passé rennais était en partie vrai. Il avait vécu là-bas. Mais l'historique de carrière que les sources de Gary avaient découvert était substantiellement différent de celui de son profil LinkedIn. Il y avait un procès civil en Bretagne datant d'il y a 7 ans. Un ancien partenaire commercial qui avait allégué que Trevor Allion avait déformé des documents financiers afin d'obtenir l'accès à un compte commun puis l'avait liquidé. L'affaire avait été réglée à l'amiable. Les montants étaient scellés, mais la documentation existait. Il y avait aussi un mariage. Trevor Allion avait été marié à une femme à Tours, divorcé après 22 mois. Son père, a découvert Gary par les registres de propriété, possédait un portefeuille immobilier commercial important en Loire-Atlantique. Le règlement du divorce avait inclus un paiement à Trevor qui provenait, selon une source que Gary ne nommerait pas, mais qu'il disait fiable, du beau-père, qui voulait simplement que la situation se termine discrètement. Et il y avait un 3e nom sur la liste de Gary, une femme à Lyon. Elle s'appelait Renata Voss. D'après ce que Gary avait trouvé, elle avait 44 ans et Trevor Allion partageait une société à numéro immatriculé en Rhône-Alpes. La société n'avait aucune activité commerciale visible, mais de l'argent y avait transité. Gary avait les dossiers de transfert. J'étais assis dans mon bureau avec le téléphone contre mon oreille et regardais le vignoble qui longeait le côté sud de la propriété. « Gary, ai-je dit, cet homme prévoit-il d'épouser ma fille pour accéder à son héritage ? » « Je pense, a dit Gary prudemment, que quelqu'un a fait quelque chose de très similaire auparavant et que la structure est suffisamment similaire pour justifier une sérieuse préoccupation. » Je lui ai demandé de continuer à creuser. J'ai demandé spécifiquement à propos de Renata Voss. J'ai demandé s'il y avait d'autres liens avec la fiducie familiale, en particulier si quelqu'un avait fait des demandes. Il a dit qu'il me rappellerait. Il a rappelé le soir suivant. Renata Voss avait travaillé pendant 3 ans comme parajuriste dans un cabinet d'avocats spécialisé en planification successorale à Lyon. Elle avait quitté ce cabinet dans des circonstances que Gary a décrites comme floues, mais a noté qu'elle était partie sans référence et sans la voie vers l'association qui lui avait apparemment été promise. Elle travaillait maintenant sur le papier comme consultante juridique indépendante. Son revenu réel, basé sur ce que Gary avait pu tracer, semblait provenir principalement de la société à numéro qu'elle partageait avec Trevor. Plus important encore, Gary avait trouvé des courriels. Il n'a pas expliqué en détail comment, et je n'ai pas demandé, mais Trevor avait utilisé un compte de messagerie personnelle qui n'était pas suffisamment sécurisé, et Gary avait une source qui avait eu accès à une partie de la correspondance. Dans ces courriels, Trevor désignait Meghan par son prénom et le patrimoine Gallard par un raccourci que Gary n'a pas répété au téléphone, mais qui rendait claire la nature du plan. Renata le conseillait sur le processus de modification de la fiducie. Elle savait exactement quels documents devraient être signés et dans quel ordre pour donner accès à Trevor avant que toute contestation légale ne puisse être montée. Il prévoyait de partir dans les 30 jours suivant le mariage. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à Patricia.
J'ai pensé aux 31 années qu'elle avait passées à m'aider à construire tout ce qui était maintenant dans la ligne de mire de 2 personnes qui avaient fait cela ou quelque chose de très similaire au moins une fois auparavant. Puis j'ai commencé à planifier. Le mariage de Meghan était dans 8 semaines. Le lieu était un domaine viticole près de Gordes qu'elle avait réservé près d'1 an à l'avance. 110 invités. Le dîner de répétition était la veille au soir dans un hôtel de charme à Avignon. 40 invités, famille proche et cortège nuptial. J'ai rappelé Hélène Marchand. Je lui ai dit ce que Gary avait trouvé. Elle est restée silencieuse un long moment. Et puis elle a dit des choses que je ne répéterai pas en entier car elle est une professionnelle posée et elle n'était pas posée. Quand elle eut fini, elle m'a dit qu'elle pouvait travailler avec l'unité des crimes financiers de la gendarmerie, qu'elle avait un contact là-bas, et que la documentation que Gary avait rassemblée était probablement suffisante pour ouvrir une enquête formelle. Mais elle m'a aussi dit que le résultat le plus durable, celui qui serait le plus difficile à contester plus tard, serait que Trevor soit pris en flagrant délit de tentative de fraude plutôt que d'être simplement accusé de l'avoir planifié. Je lui ai dit de passer l'appel au contact de la gendarmerie. Je lui ai dit que je m'occuperais du reste. Il y a un type de patience particulier que l'on développe en 40 ans de négociation de transactions immobilières commerciales. On apprend que la personne qui parle la première lorsque le silence devient inconfortable a déjà cédé quelque chose. On apprend que le moment où l'on montre ses cartes n'est presque jamais le bon moment. On apprend à attendre. J'ai appelé Meghan et je lui ai tout dit, absolument tout. Elle est restée au bout du fil sans parler pendant un long moment. Et puis elle a dit d'une voix entièrement ferme, « Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse ? » C'est ma fille. J'avais besoin qu'elle ne fasse rien de différent, qu'elle continue à planifier le mariage, qu'elle réponde aux messages de Trevor comme elle l'avait toujours fait, pour ne donner aucune indication que quelque chose avait changé. C'était beaucoup demander à quelqu'un qui venait d'apprendre que l'homme qu'elle allait épouser avait probablement catalogué son héritage depuis leur 3e rendez-vous. Elle n'a pas hésité. Gary avait découvert que Renata Vos serait à Avignon le week-end du dîner de répétition. Elle était enregistrée dans le même hôtel de charme sous son propre nom, indiqué sur la réservation de l'hôtel comme invitée au mariage. Elle n'était pas sur la liste des invités de Meghan. Trevor l'avait ajoutée sous le couvert de la coordination des fournisseurs externes du planificateur de mariage, prétendant qu'elle était une consultante juridique examinant le contrat du lieu. Elle n'examinerait aucun contrat de lieu. Je suis arrivée à l'hôtel d'Avignon le matin du dîner de répétition, me suis enregistrée et j'ai rencontré Gary dans le café du hall. Il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un résumé imprimé de tout ce qu'il avait trouvé, signé et daté, ainsi qu'une clé USB contenant les preuves documentaires. Il m'a également tendu un petit enregistreur numérique, du genre qui tient dans la poche d'une veste et fonctionne pendant 6 heures sur une seule charge. Le dîner de répétition commençait à 19 heures. La salle à manger privée de l'hôtel donnait sur le lac de Sainte-Croix. En début de soirée de septembre, l'eau était plate et couleur cuivre sous la dernière lumière. Trevor était en excellente forme. Il apportait un toast à Meghan qui était sincèrement émouvant. Son frère, mon fils Daniel, qui était venu de Montpellier, s'est penché vers moi à un moment donné et m'a dit à voix basse, « Je crois que je l'ai mal jugé. » Je lui ai dit que j'espérais qu'il avait raison. À 20h45, j'ai vu Trevor s'excuser, disant qu'il devait passer un appel rapide. Il a marché vers le couloir de l'hôtel qui menait à la banque d'ascenseur. J'ai attendu 4 minutes, puis je me suis excusée avec une plainte concernant mon dos, qui n'est en fait pas bon, et j'ai emprunté le même couloir. Gary avait confirmé que Renata Vos était dans la chambre 214. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 2e étage. Le couloir était calme. J'ai marché lentement, l'enregistreur fonctionnant déjà dans ma poche de veste. Et lorsque j'ai atteint la zone devant la chambre 214, j'ai pu entendre clairement 2 voix. Celle de Renata était la plus aiguë. Elle passait en revue une liste de contrôle, le formulaire de modification de la fiducie, a-t-elle dit. Celui que votre avocat a examiné, et par votre avocat, elle ne voulait clairement pas parler d'un avocat de Trevor que j'avais rencontré. J'ai besoin de sa signature à la page 4 et de celle de Meghan à la page 7. Si vous pouvez obtenir les 2 avant minuit vendredi, je peux soumettre la demande de transfert avant l'ouverture des bureaux lundi.
Les banques ne la signaleront pas comme inhabituelle si elle provient du compte fiduciaire avec les 2 signatures. La voix de Trevor. Et les transferts de propriété, cela prenne plus de temps, a dit Renata. Mais ils n'ont pas d'importance. Les actifs liquides du compte d'investissement à eux seuls valent plus que suffisant. Nous serons bien loin avant que quelqu'un ne réalise que le transfert n'était pas une distribution de routine. Et le vieil homme ? Il n'a plus de pouvoir de signature sur la fiducie. Elle a fait en sorte que Meghan soit la seule fiduciaire maintenant qu'elle a 30 ans. Même s'il le découvre, il ne peut rien faire légalement avant que l'argent ne bouge. D'ici là, nous serons à 2 pays de distance. Trevor a ri. Il avait un rire agréable. J'avais remarqué cela chez lui depuis le début. C'était le rire d'un homme qui était à l'aise, et je comprenais maintenant ce qui le mettait à l'aise. Je suis resté dans ce couloir et j'ai senti quelque chose se déposer dans ma poitrine comme de l'eau froide. Pas la rage. Exactement. Quelque chose de plus calme et de plus durable que la rage. J'ai envoyé un SMS à Gary. 2 étages plus haut, s'il vous plaît. Puis j'en ai envoyé un à Meghan. Elle est apparue au bout du couloir 90 secondes plus tard, après avoir dit à la mère de Trevor qu'elle avait besoin d'un moment d'air. Son visage était très immobile. J'ai pointé la porte de la chambre 214, j'ai levé un doigt, et elle a hoché la tête. Nous nous sommes tenus ensemble devant cette porte. De l'intérieur, Trevor parlait du calendrier. Transfert lundi. Il a dit vol mardi matin depuis Marseille. Renata a dit qu'elle avait trouvé un arrangement au Portugal apparemment qui accueillerait les fonds sans difficulté. La main de Meghan a trouvé la mienne. Elle la tenait très fort. Je n'ai pas regardé son visage parce que je ne voulais pas qu'elle ait à se retenir pour mon bénéfice. Elle le faisait déjà toute seule, et j'étais fière d'elle d'une manière qui n'avait rien à voir avec les circonstances. Quand les voix se sont tues, j'ai frappé. Il y a eu un silence d'environ 4 secondes. Puis la porte s'est ouverte et Trevor se tenait là, et la séquence d'expressions qui ont traversé son visage dans les 2 secondes suivantes m'en a dit plus sur qui il était réellement que 14 mois de performance soignée n'avaient réussi à révéler. D'abord la confusion, puis la reconnaissance, puis un recalcul rapide, et puis le sourire. Il a réellement produit le sourire. Meghan, a-t-il dit, que faites-vous tous les 2 ici ? Meghan a regardé au-delà de lui vers Renata Vos, qui était assise à la petite table près de la fenêtre avec un dossier ouvert devant elle, un dossier d'aspect juridique. Qui est-ce ? La voix de Meghan était entièrement posée. C'est Renata, a dit Trevor. C'est la consultante dont je t'ai parlé. Celle qui examine les papiers du lieu. Meghan a regardé Trevor un instant. Puis elle a dit, j'ai entendu ce que tu as dit à propos de la fiducie. Le sourire de Trevor n'a pas disparu immédiatement. C'est ça, le truc avec les gens très exercés. Ils peuvent maintenir une position un peu plus longtemps que vous ne le pensez, mais il a fini par disparaître. Derrière moi dans le couloir, j'ai entendu des pas. Gary était arrivé avec 2 individus que je reconnaissais d'une réunion à laquelle j'avais assisté cet après-midi-là dans un bureau sans prétention du centre-ville d'Avignon. La lieutenant Andrea Hewitt et son collègue de l'unité de la fraude commerciale de la gendarmerie, qui avaient écouté pendant 90 minutes la documentation de Gary et le résumé juridique d'Hélène Marchand et avaient convenu que ce qu'ils entendaient constituait un motif suffisant pour une enquête active et une intervention immédiate. Je me suis tournée vers Trevor. Je veux que vous compreniez quelque chose. J'ai dit, je sais que votre nom est Trevor à Lyon. Je connais le procès en Bretagne. Je connais votre ex-femme à Tours et le règlement de son père. Je connais la société à numéro que vous partagez avec Renata. Je sais ce que vous prévoyez de faire avec l'héritage de ma fille, et la gendarmerie le sait aussi. Son visage était devenu complètement immobile. La lieutenant Hewitt s'est avancée et s'est identifiée. Elle a dit à Trevor et Renata qu'ils étaient détenus pour interrogatoire en lien avec une enquête sur une fraude financière présumée. Elle était calme et professionnelle, et elle leur a lu leurs droits de cette manière plate de quelqu'un qui l'a fait de nombreuses fois auparavant. Renata a dit quelque chose de vif à propos des avocats. Trevor n'a rien dit du tout. Ils ont été escortés hors de la pièce.
Le dossier sur le bureau, qui contenait effectivement les documents de modification de la fiducie avec le nom de Meghan déjà rempli à la page 7, a été photographié et pris comme preuve. Je suis resté un instant dans l'embrasure de la porte de cette chambre d'hôtel après leur départ. Le lac était toujours visible à travers la fenêtre, complètement noir maintenant. Quelques lumières de la rive lointaine se reflétaient sur l'eau. Puis je suis redescendu avec ma fille. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été facile. Meghan s'est tenue devant 40 personnes dans une salle à manger privée surplombant un beau lac et leur a dit en moins de mots que ce que j'aurais réussi, que le mariage était annulé, qu'elle allait bien, et qu'elle apprécierait leur discrétion et leur soutien dans les jours à venir. Certaines personnes ont pleuré. D'autres avaient l'air soulagés de la manière dont les gens le sont lorsque quelque chose qu'ils soupçonnaient mais ne pouvaient pas dire est enfin reconnu. Son frère Daniel est resté assis avec elle pendant 1 heure après, et j'étais content de cela. J'ai fait une promenade le long du rivage du lac seul vers 22 heures. C'était une nuit fraîche pour début septembre, le genre qui vous rappelle que la période estivale dans le Luberon est toujours temporaire. J'ai pensé à Patricia. J'ai pensé à la façon dont elle avait l'habitude de s'asseoir dans le jardin de la propriété d'Aix le soir avec un verre de vin, très immobile, regardant la lumière changer sur les collines. Elle avait un instinct de quiétude que je n'avais jamais entièrement appris d'elle. J'étais toujours en train d'apprendre. L'enquête de la gendarmerie a progressé au cours des mois suivants. Je ne détaillerai pas tout car une partie est toujours en cours, mais le cœur de ce que Gary et Hélène avaient assemblé tenait bon. Trevor Allion et Renata Vos ont été formellement inculpés en lien avec l'affaire de Nantes et le règlement de Tours, que les enquêteurs ont pu rouvrir avec de nouvelles preuves, ainsi que la fraude planifiée contre Meghan. L'ancien partenaire commercial en Bretagne, un homme nommé Gérard, qui avait passé 7 ans à croire que personne ne prendrait jamais sa plainte au sérieux, m'a appelé directement pour dire merci. Cet appel a été inattendument difficile à gérer. Meghan a mis 4 mois à se remettre. Elle est restée à Marseille mais a pris un congé de travail de 6 semaines, a passé du temps avec des amis, est venue à Aix plusieurs week-ends pour s'asseoir dans le jardin avec moi et parler de rien en particulier ou de tout en particulier, selon le jour. Elle a pleuré, mais pas aussi souvent que je m'y attendais. Elle était plus en colère que triste, et je pense que c'était la bonne proportion. La question à laquelle elle revenait le plus souvent était de savoir comment elle avait pu passer à côté. « Tu n'as rien manqué », lui dis-je lors d'un de ces week-ends fin novembre, assis dehors avec les derniers rayons de soleil d'automne sur le vignoble dormant. « Tu l'as senti. Tu m'as dit 4 mots à la fête, parce que quelque chose en toi le savait déjà. La partie de toi qui le reconnaissait venait de se heurter à 14 mois d'une performance très habile. » Elle est restée silencieuse un moment. « Il était doué pour ça, a-t-elle dit. Mais tu étais meilleur pour écouter ce que tu te disais que tu ne le pensais. Je veux avoir de nouveau confiance aux gens. Je ne veux pas devenir quelqu'un qui ne peut plus. Tu ne le deviendras pas. » J'ai versé plus de vin dans son verre. Ta mère était l'une des personnes les plus confiantes que j'ai jamais connues. Sais-tu pourquoi elle pouvait se le permettre? Meghan a secoué la tête. Parce qu'elle faisait attention. La vraie confiance n'est pas quelque chose que l'on donne librement en espérant le meilleur. C'est quelque chose que l'on accorde lentement et que l'on observe ce qu'une personne fait des petites quantités avant de lui donner plus. Ta mère faisait confiance aux gens parce qu'elle regardait attentivement d'abord. Ce n'est pas du cynisme. C'est juste de la sagesse. Meghan a regardé le vignoble pendant un long moment. Penses-tu qu'elle l'aurait démasqué? Dans environ 1 semaine, ai-je dit, peut-être 10 jours. Elle a ri pour la première fois depuis ce qui semblait être des mois, et j'ai ri aussi. Et quelque part dans la qualité de ce rire particulier, j'ai pu entendre Patricia très clairement. 6 mois après le mariage annulé, Meghan m'a appelé un mardi soir, ce qui n'est pas son jour d'appel habituel, ce qui signifiait qu'elle avait quelque chose à dire qui ne pouvait pas attendre le week-end. Elle était retournée au travail depuis 4 mois. Elle avait recommencé à courir, quelque chose qu'elle avait laissé tomber pendant la relation. Elle avait réservé un voyage au Portugal avec Diane, ce que j'ai considéré comme une admirable récupération de quelque chose qui avait été brièvement contaminé. Et elle avait rencontré quelqu'un, a-t-elle dit prudemment.
Pas d'une manière qui suggère quoi que ce soit de sérieux pour l'instant, juste d'une manière qui suggère que la possibilité de quelque chose de sérieux n'était plus terrifiante. Parle-moi de lui, lui dis-je. Elle l'a fait. Elle l'a décrit avec une qualité d'attention particulière, remarquant des choses spécifiques. La façon dont il s'est excusé auprès d'un serveur pour avoir mis trop de temps à commander. La façon dont il parlait de sa famille avec aisance et sans s'auto-censurer. La façon dont il lui avait parlé lors de leur deuxième rencontre d'une entreprise qui avait mal échoué et de ce qu'il en avait appris. Elle regardait attentivement. Je pouvais l'entendre dans chaque phrase. C'est bien, lui ai-je dit. Continue de regarder. Je sais. Elle a dit, je le ferai. Après avoir raccroché, je suis sortie dans le jardin et je me suis tenue là où Patricia avait l'habitude de s'asseoir. Le Luberon en mars est encore froid, les vignes taillées et les collines d'un brun pâle, rien à voir avec l'été. Mais il y a quelque chose dans la qualité de la lumière, même alors. Une clarté particulière que je n'ai jamais trouvée ailleurs. J'ai pensé à ce que signifie protéger quelqu'un sans le diminuer. On ne peut pas veiller sur les gens qu'on aime en se tenant entre eux et tout ce qui est incertain. Patricia avait compris que la meilleure protection que je pouvais offrir à Megan n'était pas un mur, mais un ensemble d'outils. Fais attention à ce qui ne colle pas. Fais confiance à la petite voix qui dit que quelque chose ne va pas. Demande de l'aide avant que la situation ne soit au-delà de toute aide. Et comprends que le véritable amour n'arrive pas entièrement formé et sans défaut. Il arrive honnêtement avec ses imperfections visibles et il reste lorsque les choses sont difficiles. J'ai pensé à Gérard en Bretagne qui avait porté plainte pendant 7 ans et avait finalement été entendu. J'ai pensé à la femme de Tours dont le père avait payé pour faire disparaître un problème, ce qui est une sorte de protection qui ne protège personne. J'ai pensé à la différence entre ces deux réponses et ce que cela coûte avec le temps. Je suis rentrée, j'ai versé un petit verre de quelque chose d'une des bouteilles du domaine que Patricia aimait, et je me suis assis dans son vieux fauteuil. Si vous êtes un parent lisant ceci ou un grand-parent ou toute personne qui a quelqu'un qu'elle aime s'approchant d'un engagement sur lequel elle n'est pas sûre, je veux dire quelque chose clairement. Vos instincts sont des informations. Le sentiment tranquille que quelque chose ne colle pas mérite d'être investigué. Non pas parce que vous devriez traiter tout le monde avec suspicion, mais parce qu'un regard bref et prudent coûte très peu par rapport à ce que cela pourrait prévenir. Vous n'avez pas besoin d'accuser qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de créer de conflit. Vous avez simplement besoin de regarder et de vous assurer que la personne que vous aimez a reçu la vérité avant qu'elle ne prenne une décision permanente. La partie la plus difficile n'est pas l'enquête. La partie la plus difficile est de faire confiance au fait que les personnes que vous aimez peuvent gérer la vérité. Ma fille l'a gérée avec plus de grâce que je n'aurais pu l'espérer. Elle la portait elle-même depuis 3 semaines avant de venir vers moi, ce qui vous dit tout sur le genre de personne qu'elle est. Patricia a bien choisi quand elle m'a fait promettre de faire attention. J'essaie toujours d'être digne de cette promesse.